Xavier, bon, je te présente pas, tout le monde te connaît. Tu es la vedette nationale, le héros de la résistance. Et j'espère que tout va bien pour toi. Tout va bien. Et on va évidemment parler de la CPPAP dans ton actualité chargée. Je suis convaincu que beaucoup de Français, beaucoup plus de Français qu'avant, savent, grâce à toi désormais, ce qu'est une CPPAP. S'il ne le savent pas, on l'expliquera peut-être. Voilà. Et d'ici là, ce que je voulais quand même qu'on évoque rapidement, parce que c'est à mon avis un sujet presque plus important que la CPPAP, le tweet que tu as fait pour dire il y a une montée de la haine dans l'opinion, ou en tout cas une montée de l'agressivité, de la tension. Pourquoi tu as fait ce tweet? Qu'est-ce que tu visais en particulier? Alors d'abord Eric, merci beaucoup de me recevoir et merci à tous de parler, dire des choses qui sont des éléments vraiment importants comme la liberté d'expression. Et avec la liberté d'expression vient un certain nombre de ressentis et de sentiments. Notamment, on a vu dans les dernières années beaucoup d'inversions. D'inversion du langage, c'est-à-dire quand on nous disait qu'un produit était efficace, en fait il ne l'était pas, ou pas vraiment. On a vu beaucoup de mensonges, et je pense que le ressenti de quelqu'un, dès lors qu'il est basé sur une information qui est biaisée, entraîne des mauvais ressentis. Et je trouve avec l'escalade, avec les Twitter files, avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, les potentielles obligations vaccinales qui arrivent, le fait qu'on ne réintègre pas les soignants, on est en train de diviser la société plus qu'on ne devrait, et que le rôle d'un gouvernement est avant tout d'unir les gens, et plutôt que de les diviser. Et cette division entraîne, alors elle est basée sur des éléments sur lesquels je pense qu'on sera d'accord, il n'y a pas de fondement, où on peut questionner ces fondements, ça entraîne de mauvais ressentis. Et ces mauvais ressentis se traduisent par une hargne accrue, des mots qui sont extrêmes, du harcèlement en ligne qui est absolument inacceptable, que je considère personnellement inacceptable, et donc il y a une escalade d'engagement. Alors on a vu l'escalade d'engagement des mensonges d'Olivier Véran, on a vu l'escalade d'engagement des mesures sanitaires du gouvernement qui ont entraîné une division accrue, et là on est en train de voir dans les réseaux sociaux une escalade d'engagement parce que les gens utilise ce ressenti, à mon avis, à mauvais escient. Mais je te coupe, ce sont les gens ou ce sont des trolls payés par les services de contre-influence pour orienter l'opinion ou pour intimider tel ou tel dissident ou résistant? Alors je pense que dans la population, il y a trois types d'individus aujourd'hui. Il y a des gens qui sont sincères. Il y a vraiment des gens qui ont une motivation intrinsèque de s'informer et qui sont alignés avec leur système de valeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec moi. Ce sont ces individus qui agissent conformément à leur éducation, à leurs principes. Et jusqu'à de l'autre côté, on a des gens qui agissent non pas dans l'intérêt général, mais dans leur intérêt de groupe, ce que tu appelles des castes. Alors ça peut être des groupes de lobby, ça peut être des groupes gouvernementaux. Et puis au milieu, tu as des gens qui sont dans une zone grise, qui on ne sait pas si jamais ils sont d'un côté. Un coup ils sont d'un côté, un coup ils sont de l'autre. Et il y a des gens payés quand même, il y a des équipes. Il y a des équipes, puisqu'on a vu que, il suffit de regarder dans les Twitter files, il y avait des gens qui ont influencé des informations, qui ont supprimé des informations. Alors, de tout temps, il y a eu des lobbies qui ont été payés. Les lobbies ne sont pas nés avec la crise. Dans les années 60, dans les années 30, il y avait déjà des lobbies. Donc les lobbies, c'est quoi? C'est des groupes d'influence qui sont là pour influencer un groupe au détriment d'un autre. Et bien sûr qu'il y a des gros enjeux financiers qui sont là. Donc dans la crise, et en ce moment, nous voyons des individus qui sont à la fois payés et d'autres qui sont persuadés d'eux-mêmes. Parfois, on n'a même pas besoin de payer quelqu'un, dès lors qu'on a biaisé son jugement, dès lors qu'on a affecté son jugement, et on lui a empêché parfois de penser, puisqu'il suffit de regarder que certaines personnes disent que nous ne sommes plus capables de penser par nous-mêmes. Moi, rien que ça, c'est une assertion qui me choque. On m'a appris à l'école, on m'a appris dans ma famille qu'être indépendant, c'était souhaitable, c'est-à-dire être capable de faire pousser du blé, comme de faire pousser à manger, de couper du bois, de travailler des choses, et aujourd'hui, nous sommes tous devenus les uns dépendants des autres. Alors c'est très bien. Ce que Klaus Schwab appelle l'interconnexion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus exister sans le groupe. On ne peut plus exister sans le groupe, tout à fait. Mais nous sommes devenus, quelque part,
assujettis à la société de consommation. On est drogué à la consommation, d'ailleurs à tel point qu'on est même arrivé à dire que quand on va pas bien, on va faire du shopping. Alors moi je trouve que quand on va pas bien, peut-être qu'on devrait se soigner, on devrait aller consulter quelqu'un. Alors plutôt que de prendre la carte bleue aujourd'hui, la carte bleue est un, on va dire, un synonyme de je vais chez le médecin, je vais acheter quelque chose au supermarché ou au magasin, ça va me faire me sentir bien et ça va générer. Donc c'est une alternative à l'alcool, c'est une alternative à plein d'autres choses. Et aujourd'hui, on est assujetti à cette société d'ultra-consommation, c'est-à-dire on va acheter quelque chose pour appartenir au groupe, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et c'est là où je dis qu'on n'est plus aligné avec nos systèmes de valeurs, et il y a une inversion, et cette inversion, elle fait que si jamais je n'ai pas le dernier iPhone, par exemple, eh bien, je peux être exclu du groupe. Donc, être exclu du groupe aujourd'hui est très très difficile à vivre. Et Pourquoi spécial? Alors, je vais le taquiner quand même. Pourquoi c'est difficile à vivre? Parce qu'en fait, ce que tu nous dis, si je me permets de rebondir sur les thèmes que j'aborde assez régulièrement sur le courrier des stratèges, c'est le problème de ce qu'on appelle la social proof en marketing, mais aussi dans l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'au fond, on a besoin de la reconnaissance des pairs pour pouvoir se sentir bien dans son identité, pour utiliser des mots simples. En quoi c'est important, en quoi ces gens, moi qui appelle à la sécession, tu le sais, donc à l'auto-exclusion du groupe, je trouve très bien, je trouve que c'est neutre d'être exclu du groupe. Dis-moi pourquoi toi, tu trouves gênant d'être exclu du groupe? Alors, je pense que être exclu ou être inclus, il y a toujours un juste milieu. C'est exactement comme en mathématiques, il y a x et 1 sur x, et puis au milieu, il y a 0. Et 0 n'est ni x ni 1 sur x, en fait. Donc, il faut, à mon avis, être un petit peu plus central. Et il y a un exemple très très simple qui est aujourd'hui utilisé quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on est complotiste, ou on est extrême droite, ou on utilise des étiquettes sans même avoir vérifié avec la personne si jamais ça correspond réellement à ses opinions. Donc on te raconte quelque chose, un récit, et dès lors que tu n'es pas d'accord avec ce récit, tu es exclu. Oui, mais banni. Tu es banni. Tu es repoussé. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec toi. Donc ça c'est le récit. On te repousse grâce au récit. Mais dans le réel, qu'est-ce qui se passe? Dans le réel, est-ce que je suis vraiment exclu du groupe? Pas du tout. Parce qu'il suffit de regarder les hommes politiques qui se chamaillent à la télévision, et puis en dehors, ils vont se faire la bise. Donc en fait, on le sait très bien qu'il y a une forme de pièce de théâtre, une théâtralisation de cette information. Et pour moi, c'est exactement comme quand je vois un film à la télévision, où je vois un homme embrasser une femme dans une voiture route 66. On a l'impression qu'il se trouve en Californie, dans les cheveux au vent, et ils peuvent être très bien dans un studio télévision à Aubervilliers, et on nous a servi du Canada Dry, ça ressemble à de l'alcool. Quand tu vois BHL sur le front ukrainien, tu te dis exactement. Qu'il est peut-être à ça de Mais rappelons-nous une chose, c'est que nous avons vécu les 50 dernières années à l'ère d'Hollywood, de la transformation de la réalité dans un récit, et que nous y sommes habitués exactement comme la consommation. Donc on a pris cette habitude, et du coup, le récit qu'on nous raconte, l'image qu'on nous donne devient partie de notre quotidien, ça devient une vérité. Donc le groupe interprète cela comme étant une vérité en disant tu as vu dans ce film j'ai vu cette personne embrasser cette-là, et en fait c'est totalement faux, c'est fake. Et c'est pas avec l'intelligence artificielle, c'est pas les réseaux sociaux qui ont fait ça, c'est toute l'évolution que l'on a vécue au cinéma. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le cinéma, quand tu vas au cinéma, tu as une prédisposition de ton esprit, comme quand tu lis un roman, il y a une prédisposition où on sait qu'on va lire quelque chose qui est un roman. Tandis qu'aujourd'hui... c'est la société du spectacle. C'est la société du spectacle. Ce qu'on voit, c'est un récit permanent, et ce récit permanent, et dès lors qu'il est biaisé, va entraîner ces émotions. Parce que qu'est-ce que fait le cinéma? Il est là pour susciter des émotions. Et que font les fact-checkers quand ils sont en train d'essayer de fact-checker quelque chose? La première des choses, c'est essayer de capturer ton esprit en suscitant une émotion et en te prédisposant. Donc on t'emmène dans un scénario, exactement comme un film va t'emmener dans un scénario. Donc on écrit chaque épisode, de plus belle la vie, moins belle l'info, et à partir du moment où on te donne une information et on t'amène quelque part, eh bien on te manipule. Donc toute la situation de manipulation que l'on vit aujourd'hui entraîne des distanciations au niveau du groupe. Elles ne sont pas réelles. Ces distanciations, elles sont dans le récit. On est toujours des humains, on est toujours des hommes et des femmes. On a beau nous dire qu'il y a une culture woke. J'ai perdu le fil. Donc en quoi c'est gênant d'être
banni, le mot exclu, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, d'être banni du groupe. On est banni dans le récit. On est banni dans le récit. En quoi c'est gênant? Mais pour moi, que ce soit dans le récit, on est banni, mais quand le récit prend le pas sur le réel, eh bien, c'est que là, il commence à y avoir un véritable problème, c'est-à-dire il y a une véritable inversion. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le récit est le réel, donc on a l'impression que ce qui est faux est vrai, et que ce qui est vrai est faux. Et donc là, on arrive à vraiment avoir l'esprit confus, et c'est là où ça s'appelle une erreur d'adressage. C'est-à-dire qu'on a la vérité de groupe, qui est en fin de compte la vérité que le groupe pense être vraie et qui peut être fausse. Et il y a eu beaucoup de choses. L'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, en est un exemple. On en arrive à avoir des spécialistes qui enfreignent toutes les règles de déontologie de leur propre profession pour te faire croire cet élément du récit. Alors pourquoi c'est embêtant? C'est que ce n'est pas réel. Parce que dans le réel, je suis désolé, quand on parle de la culture woke, que les gens se disent non-binaires, nous sommes toujours des hommes et des femmes, on est toujours en train d'interagir, on a toujours besoin d'eau, d'alimentation pour boire. On peut avoir des émotions positives, on peut avoir des débats, et on peut ne pas être d'accord. Tandis que dans le récit, en fait, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ça veut dire que tu es contre lui, ça veut dire que tu es presque son ennemi. Donc on a créé des ennemis virtuels, exactement comme dans Mario Brothers, comme dans les films, comme dans les jeux vidéo. Donc on vit dans un jeu vidéo permanent où le récit n'est pas la réalité. Et moi, ce que j'essaye de faire au travers de mon travail, c'est de ramener les gens à cette réalité en leur donnant une vision, en disant, écoutez, c'est très simple, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres dans le spectre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'angle qui est utilisé par les médias? On donne un angle fermé, moi j'aimerais vous donner un angle ouvert. Nous sommes bien d'accord, mais en fait le sujet, tu sais qu'entre nous, c'est au fond ce débat qu'il y a, c'est la réaction face au bannissement. C'est-à-dire que moi je suis un grand partisan de dire, écoutez c'est très bien, je vais prendre mes affaires et je vais construire autre chose ailleurs. Est-ce que, je vais poser la question autrement, est-ce que toi tu vis ton exclusion de la CPPAP, ta perte de label, on ne va pas chipoter sur les mots, comme un bannissement, et est-ce que du coup tu considères qu'il faut réparer le tort qui t'est fait en te reconnaissant, en t'accordant la reconnaissance des pairs de la presse parce que tu penses que c'est une voie essentielle pour rétablir la vérité? Alors, pour répondre à cette question, je vais faire un parallèle. Ici, c'est l'ancien consultant qui parle. Quand j'avais des clients qui avaient des sociétés qui allaient très mal, il y a plusieurs manières de transformer une industrie. On peut la transformer de l'intérieur, comme on peut la transformer de l'extérieur. Alors, si jamais je prends une société aérienne, et j'aime bien prendre le monde aérien parce que tout le monde a pris un peu l'avion, et ils savent très bien qu'à un moment, il y a eu les low cost. Et à un moment, on a essayé de transformer Air France, et ils ont essayé de faire leur propre low cost. Ils ont eu Transavia, puis ils ont eu Hop, puis après, ils le réintègrent dedans. Exactement comme les sociétés pharmaceutiques ont outsourcé leur recherche et leur développement. Donc, ce qui veut dire que quand on n'est plus capable de faire quelque chose de l'intérieur parce que le système interne empêche la transformation de cette industrie, eh bien, on va prendre des billes, un investissement, et on va le faire à l'extérieur. Et puis le jour où cet investissement, on externalise cette fonction. Et après, on va le réinternaliser en le rachetant à grands frais. Alors, oui, mais ça évite de foutre le bordel dans la boîte. Parce qu'il y a des gens habitués à des trucs, on leur dit tout à coup on va faire de la recherche, et ils sont en panique, c'est du harcèlement moral, etc. Ça évite de se poser les vraies questions. Ça évite de se poser les vraies questions, ça évite d'être vrai. Ça évite de vraiment adresser. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une solution sous-optimale. Pourquoi? Parce que dans le cas d'Air France, ça évite de se heurter au syndicat des pilotes, ça évite de se heurter à tout ça. Parce qu'il y a des forces internes dans une entreprise qui empêchent la transformation. Elles empêchent le progrès, elles empêchent de servir l'intérêt des clients. Donc très souvent, la fonction objective de cette entreprise, elle est biaisée. Puisque si cette entreprise était réellement dans le monde du réel, elle s'occupait vraiment des clients, ils auraient transformé ce business model. Si les pilotes avaient vraiment été dans l'intérêt des... Alors, je ne parle pas de la sécurité, ici, vraiment, je parle de la mission sociétale, de l'affectio societatis dont tu as parlé dans ta vidéo dernièrement, c'est très important. Regardez. Je regarde, bien sûr, je m'informe. J'ai pas dit que je m'informais bien, j'ai pas dit que j'étais bien informé. Mais enfin, mais quand on parle de cette notion d'affectio societatis, donc Pierre Lazarev, un des fondateurs de François, le fondateur de François, disait l'important c'est d'être lu. Moi, je pense que pour une société, l'important c'est qu'on achète ses produits. L'important pour un journal, c'est d'être lu.
Mais la question, c'est quelle est l'importance de la vie des autres journaux quand on sait que ce sont des organes de propagande. Mais restons sur cette idée de l'entreprise, parce que parfois, en faisant ces parallèles, c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui se passe dans notre propre industrie, et ça évite d'utiliser des invectives, de sortir de son industrie, ça permet justement d'observer. C'est-à-dire on sort du cadre et on observe ce qui se passe. Et je pense que c'est très important, parce que qu'est-ce qui se passe dans une entreprise comme l'aérien? Dès lors qu'on n'arrive plus à transformer tout ça, on va demander une intervention de l'État. Et donc l'intervention de l'État, on va dire, écoutez, on n'arrive pas, c'est difficile, on a des emplois, donc on utilise une forme de chantage émotionnel, chantage à l'emploi, donc on a une intervention de l'État, aidez-nous. Cette intervention de l'État, elle est là. Du protectionnisme. C'est une forme de protectionnisme, mais elle est là pour pallier le désalignement de l'entreprise avec les intérêts du client. Donc la notion d'intérêt général... Avec les nécessités du marché. Oui, mais la loi du marché, en général, quand elle est bien réglée, c'est-à-dire réglée au sens où l'intérêt de la société est aligné avec l'intérêt du client, qu'on n'est pas là pour tirer avantage l'un de l'autre, eh bien, c'est extraordinaire, parce que c'est un mécanisme qui n'a même plus besoin d'huile, ça fonctionne très bien. Par contre, dès lors qu'il y a des barrières, dès lors qu'il y a des frictions, dès lors qu'il y a des interventions qui sont non justifiées, on va créer des biais. Et tous ces biais entraînent des désalignements d'intérêts. Donc revenons à la question... Mais attends, tu dis ça, je vais te taquiner amicalement, tu dis ça parce que tu es un libéral manchestérien comme moi. Tu penses que toute intervention de l'État fausse le marché. Je pense que l'intervention de l'État... exactement comme l'écrivait en économie un de mes professeurs qui s'appelait Jean-Jacques Lafont, qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'intervention, c'est-à-dire on a deux choses, il y a l'incitation et il y a la taxation. L'incitation est quelque chose qui peut être excessivement positif. La taxation... C'est approuvé. Non, l'incitation, ça fait partie de nos valeurs morales à la base. C'est inciter quelqu'un, c'est le crédit social. Ouais, tu peux appeler... Le pass sanitaire est une incitation à se faire vacciner. Ça, c'est une incitation qui est utilisée dans le cadre d'une mission. Reste à savoir si elle est bienveillante ou malveillante. Donc après, cette incitation, elle peut être positive comme négative. Voilà. De la même manière qu'il y a la taxation. Et il suffit de regarder dans l'intérêt général ce qu'à l'État, ils ont deux outils à leur disposition, l'obligation et l'interdiction. Et obliger quelqu'un à faire quelque chose, eh bien, il faut démontrer que c'est vraiment dans l'intérêt général. Donc, on a eu des obligations et on a eu des interdictions. Pour prendre un exemple, l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Bon, on donne une amende si jamais tu ne la portes pas. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, c'est à peu près accepté, c'est socialement accepté. Ça n'a pas été facile au début. Mais ça n'a jamais été facile. Et puis après, on a eu l'interdiction de fumer dans les restaurants. Alors c'est assez marrant parce qu'au début, on va t'empêcher d'avoir de la liberté, tout le monde aimait bien fumer dans les restaurants, et puis en fait, aujourd'hui, tout le monde se dit que c'était une bonne interdiction. Donc encore une fois, parfois ça prend du temps, ça peut prendre 20 ans pour qu'une obligation rentre dans les mœurs, comme une interdiction, ça peut prendre 20 ans. Donc l'intervention de l'État peut être faite à bon escient. Et il ne faut pas jeter toute forme d'intervention de l'État, il faut juste en mesurer les effets et surtout en accepter les conséquences. Ce que l'on fait, c'est quand on a des interventions qui sont contraires et on sait qu'elles sont biaisées dès le départ, à ce moment-là, on a quelque chose qui est une manipulation, et cette manipulation, elle est faite vraiment à mauvais escient. Donc attends, je vais quand même te taquiner, parce que sinon c'est pas marrant. Ça, c'est un discours néolibéral. Ceux qui disent la loi du marché doit être corrigée par des interventions de l'État bienveillantes, c'est le principe même qui a été posé en 1938 dans le colloque Lippmann, et qui est le fondement de ce qu'est l'Union européenne. Donc est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, toi tu dis... vis-à-vis de ton bannissement, je vais utiliser ce mot provocateur, est-ce que tu dis, mais en fait, il faudrait que l'État fonctionne bien et donc que la décision soit réparée et qu'on continue à mettre en place une politique avec des avantages fiscaux pour un certain nombre de médias répertoriés? Je dis que la première des choses, c'est que c'est une opportunité. C'est une opportunité de se poser le problème et de mettre le problème sur la place publique. Alors que tout le monde sait que c'est un problème, donc on en parle comme ça, mais là aujourd'hui, on est vraiment en train de démontrer quel est le problème. Une fois qu'on est conscient du problème, donc on n'est plus dans la notion de l'inconscient, on est vraiment dans la notion du conscient, et là, on peut essayer de trouver des solutions. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'intervention de l'État dans le cadre des médias. Par contre, exactement comme tout à l'heure on parlait de l'aérien, dès lors que la mission
d'information est biaisé par une intervention de l'État, par une capture, c'est-à-dire qu'on devient dépendant de ces interventions de l'État pour ne plus avoir un média libre qui va vraiment éclairer et d'informer de manière loyale le consommateur, eh bien là on a un réel problème. C'est-à-dire que l'intervention de l'État n'est plus dans une mission bienveillante d'information, elle est dans une mission malveillante de protection d'un groupe au détriment d'un autre. Alors, c'est très intéressant de le regarder parce que l'aérien et l'information sont deux choses dans lesquelles la base c'est la confiance. Les taxis et les VTC. On protégeait les taxis contre les VTC. Alors, ça c'est un bon exemple aussi, mais regardons un petit peu pourquoi l'information et l'aérien sont deux mondes qui sont très proches. Première des choses, c'est quand tu prends un avion, ce que tu veux, c'est que la compagnie aérienne, tu vas avoir confiance. C'est-à-dire, tu as une forme de peur de monter dans un avion parce que tu vas remettre ta vie entre les mains d'une organisation. Si je te dis que cette compagnie aérienne va faire tomber les avions du ciel constamment, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir confiance, donc les gens ne vont plus aller. Quelle compagnie aérienne existerait encore si un quart de ses clients lui faisaient confiance? Eh bien aujourd'hui, il y a seulement un quart des clients qui font confiance à l'information et aux médias mainstream. Donc par définition, nous avons un réel problème. Et l'intervention de l'État n'est pas pour restaurer cette confiance, elle est pour entretenir cette défiance. Donc quand on a là, on voit bien qu'on entretient la défiance et on ne restaure pas la confiance. Donc les conditions de la transformation de cette industrie ne sont plus réunies. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter. Donc je pense que cette perte de la CPPAP, il y a une véritable aubaine pour se poser la question. Le sous-jacent, c'est je n'ai pas d'aide de l'État, je suis libre, indépendant et autonome. Ça dérange parce qu'on n'arrive pas à me mettre la main dessus. Tu bénéficiais de l'agrément. Tu en bénéficiais depuis combien d'années? On l'avait depuis 2017. Donc bien sûr, on bénéficiait des dons défiscalisés. Quand tu l'as eu en 2017, tu as eu... tu remplissais les conditions. Oui, bien sûr, on a toujours rempli. Ça n'a pas posé de problème. On a toujours rempli les conditions. Ce qui a posé problème, c'est qu'à partir de... Si je fais le... À partir de 2020... Entre 2017 et 2020, François Rasalbert, finalement, n'a pas posé de problème au gouvernement. Jamais. Si je simplifie les choses. Voilà. Et c'est à partir de 2020, d'ailleurs, que je pense que la popularité du titre est arrivée, du titre en ligne, pour les prises de position contre le narratif officiel sur le Covid. C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une marque. François, c'est une marque de médias. Donc, cette marque, elle est plus grande que toi, plus grande que moi. Elle fait partie du patrimoine. Il faut savoir la respecter. C'est une vieille dame. Les gens vont se dire, tu l'as racheté combien? Sans indiscrétion. De toute façon, c'est public, en fait. Donc, puisque ça a été, c'est pas moi qui l'ai racheté, c'est la société que je dirige aujourd'hui, qui, je crois, en 2014, elle avait racheté la marque 600 000 €, quelque chose comme ça, à la barre du tribunal. Donc, et en 2014, tu n'avais pas l'agrément CPPAP? Non, j'étais même pas, on va dire, le président de cette société, c'était quelqu'un d'autre. Donc je crois que c'est aux alentours de ce montant-là. C'est un actif, c'était une liquidation suite à la faillite de l'ancien actionnaire, enfin la faillite de la société dirigée par M. Pougatchev et qui avait investi beaucoup d'argent. Donc je crois que c'est une centaine de millions ou peut-être pas que dans François, mais il y avait tout un groupe d'entreprises. Le vrai sujet qui se pose vis-à-vis d'un titre comme François, c'est que c'est un titre historique. Et transformer une société, transformer un titre comme ça demande d'abord de respecter, de comprendre ses origines, de comprendre son ADN. Donc on a beaucoup parlé de l'ADN pendant la crise. Tout à l'heure, tu disais que le titre avait vraiment pris des positions et qu'on avait pris on avait remonté. Urticante, on va dire. Urticante. Voilà. En fait, on est remonté en termes d'audience avant la crise. Pourquoi? Parce que naturellement, une marque a un taux d'adhésion, un taux de résilience, c'est-à-dire il y a la notoriété. Aujourd'hui, on est une marque et on a 80% de taux de notoriété. Quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu connais François, tout le monde connaît François. Donc ça s'appelle la notoriété assistée. En spontané, aujourd'hui, c'est quand même aussi important, mais on fait partie du paysage. Alors c'est très embêtant quand c'est quelqu'un qui n'est pas du sérail, qui n'est pas de l'industrie, qui vient, qui prend une marque et qui essaye de faire quelque chose avec ça. Donc on regarde ça d'un air douteux. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est ce qu'on m'a dit. Et pourquoi? Quelles sont ses motivations?
non-journaliste, un non-homme de médias. Un non-journaliste, un non-homme de médias, quelqu'un qui est un inconnu, qui est obscur, il va forcément avoir des motivations cachées. Eh bien non. Et si on pouvait avoir des motivations bienveillantes? Tu avais été consultant. J'ai été consultant chez McKinsey, j'ai été consultant et j'ai travaillé dans la finance. Donc en fait, donc, ça peut aussi soulever des questions pour mais tout à fait. le journaliste de gauche moyen, puisque je ne trahis pas de secret en disant que le journaliste standard est quand même marqué à gauche et qui se dit le McKinsey, etc. Ça, tu peux avoir ce point de vue, mais la transformation d'une marque est vraiment importante. Donc la base fondamentale, c'est quand tu as une marque, il faut se poser la question de que va-t-on faire avec? Et quand tu fais du conseil en stratégie, première des choses qu'on fait, c'est on remet le client au centre de tes préoccupations. Et c'est ce qu'on a fait. On a remis le lecteur, on a posé la question au lecteur. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? En 2015, il y avait une énorme mouvance dans la notion de mutualisation. Il y avait le crowdfunding, tout ce qui était tourné autour du financement participatif. Il y avait un énorme engouement de « je veux participer ». Pourquoi les gens avaient besoin de participer? Parce que ça fait partie de la société. Et les réseaux sociaux, ils participaient à l'information. Donc, il était naturel de s'orienter vers un média collaboratif participatif, puisqu'il y avait énormément de gens qui nous disaient « j'ai envie de parler ». Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors bien sûr, quand on essaye de faire un média participatif et qu'on a des journalistes, le journaliste, ce qu'il essaye de faire, c'est protéger son précaré. Et il ne veut pas transformer. C'est pour ça que l'exemple du pilote, du syndicat des pilotes, alors c'est pas pareil, je n'ai rien contre le syndicat des pilotes, parce que si jamais c'est là pour garantir la sécurité, ça me va. Mais si jamais c'est là pour protéger un corporatisme, ça me va moins. Tu sais bien que c'est toujours les deux en même temps. Je suis d'accord, mais il y a un juste milieu, comme on a dit tout à l'heure. C'est trop simple, c'était l'un ou l'autre. Donc, en l'occurrence, quand le syndicat des journalistes, quand le corporatisme, appelons ça, plutôt que le syndicalisme, le corporatisme est là pour protéger soi-même ou son petit groupe au détriment du plus grand, bien qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir un énorme biais. Et dans l'information, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc là, on revient à cette notion de pair. Quand les pairs restent entre eux et qui vont à l'encontre de l'intérêt, on va dire, collectif qui est l'intérêt du groupe, et bien là on a un énorme biais. C'est là où l'État devrait interagir. Et d'ailleurs, quand on a fait le manifeste de François, que j'ai écrit en 2020, j'ai appelé ça les aimants de l'information. Et le mot aimant, tout le monde pense que c'est parce qu'on aime l'information. En fait, la réalité ici, c'est parce que je me suis inspiré d'éléments physiques. Moi, je suis un scientifique à la base de formation. J'aimais beaucoup la physique et les mathématiques. Et dans la physique, il y a la théorie de l'aimant. L'aimant, c'est tout ce qui fait tourner la Terre, quoi, hein. C'est les positifs et les négatifs. Ce qui est assez intéressant, c'est que en physique, ce sont les opposés qui s'attirent. Le plus attire le moins et le moins attire le plus. Nous vivons dans une société, et en fait, cette attirance, elle fait tourner. Donc, elle entraîne ce progrès, elle entraîne cette évolution temporelle. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où ce sont les semblables qui s'attirent. Les notaires restent avec les notaires, les médecins avec les médecins, les pairs avec les pairs. Et donc, entre pairs, on fait notre petite tambouille, mais on ne fait pas ça avec les pairs des autres, puisqu'on ne se, bien sûr... C'est le capitalisme de connivence. C'est ce qu'on appelle les effets de groupe, tout à fait, avec des interactions, comme dit Klaus Schwab. Et ça, pour moi, c'est énormément préjudiciable. Parce que quand on est entre pairs, qu'est-ce qu'on fait? On s'hyper spécialise et on se creuse un trou. Et quand on fait du conseil en stratégie, on dit, attention, il faut prendre l'hélicoptère pour remonter au-dessus. Donc on perd de vue le sens collectif. Donc nous avons perdu de vue par notre hyper spécialisation le sens, le bon sens. On a perdu le sens de ce qui fait tourner cette information. Et quand on regarde tout en bas du manifeste, j'ai écrit qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est de redonner du sens et de la valeur à une information. Pour revenir à cette notion de perte, moi je considère que c'est un véritable effet d'aubaine, c'est une véritable opportunité. Alors bien sûr... Alors la solution que les gens comprennent, la solution que tu proposes c'est quoi? Est-ce qu'il faut... Moi je pense qu'il faut interdire la CPPAP voilà, et supprimer les avantages fiscaux. Je suis contre la citation fiscale, je suis contre tout ça. Mais toi ta solution c'est de supprimer la CPPAP, de corriger la CPPAP, de changer de ministre de la Culture, de changer de président de la République. C'est ta solution dans un monde idéal, puisque tu nous dis on fait aussi du conseil en stratégie. Ton conseil en stratégie sur le sujet, c'est quoi? Alors écoute, là on est en train de regarder à différents niveaux, parce qu'en fait changer de président de la République, c'est une décision qui est totalement différente, et on vient juste d'en élire un. Donc la question c'est de savoir comment composer avec ce président.
Même si jamais certaines personnes commencent à être agitées et vraiment agacées par les prises de position, à un moment ou à un autre, on a une constitution sur laquelle on doit s'appuyer et il faut savoir transformer ces éléments-là et se servir des forces en présence. Voilà. Donc, est-ce que tu es en train de dire que ta stratégie, c'est de composer avec le président de la République et de te servir des forces en présence pour agir? Ma préconisation aujourd'hui, c'est si tu vas contre un système frontal, de manière frontale, tu te heurtes à quelque chose qui est, ça fait clash. Et quand on prend du métal contre du métal, eh bien, il suffit de regarder deux voitures. En fait, il y a des forces qui s'opposent. Eh bien, ça crée des morts et ça crée des fatalités. Et c'est pour moi un véritable problématique. Donc, la question qui Donc, tu es contre une stratégie frontale vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Je suis contre une stratégie frontale qui va déstabiliser complètement notre système pour créer le chaos, puisque l'impression qu'on a, c'est qu'on veut créer les conditions d'un chaos, et je pense que c'est pas souhaitable d'avoir des conditions de chaos, ce n'est pas souhaitable de créer des conditions de catastrophe, il y a d'autres manières d'y arriver. Je pense que la transformation est faisable, mais pour avoir une transformation de l'intérieur avec des forces externes, mais il faut encore que le système ait envie. Si le système n'a pas envie, eh bien il faudra trouver une autre voie. Donc toi tu es peut-être un pas en avant en disant le système n'a pas envie, donc on va aller faire sécession. Oui, je suis absolument convaincu que le système ne veut surtout pas changer. Et donc toi tu me dis tu n'es pas convaincu tu penses que le système peut encore changer de l'intérieur? Je pense que le système aujourd'hui a atteint des extrêmes. On est proche de la rupture. Donc en physique, encore une fois, un métal a un point de rupture. Donc il y a certains des axes où on a atteint le point de rupture et même on l'a dépassé. Un petit peu comme dans le dessin animé, il y a le Lode Runner qui s'en va, il a dépassé le truc, il est prêt à tomber et puis il essaye de revenir en arrière. Donc dans certains cas, on a dépassé les points de rupture ou les points d'élasticité de certaines de nos lois, certains de nos principes fondamentaux, certaines de nos valeurs. Cependant, c'est pas pour ça qu'il faut jeter tout et ne pas se poser les bonnes questions. Parce que juste jeter le bébé avec l'eau du bain, ça va créer des conditions d'un chaos et on va tous y perdre. Alors, essayons de moins perdre, le moins perdre possible. Pour ça que la CPPAP... La proposition, c'est quoi alors? Attends, parce que là, on parle du gouvernement, c'est une chose, là, on est en train de faire de la politique et au sens du peuple, tandis que là, tu me posais aussi la question au niveau de la CPPAP. L'un découle de l'autre. Non, mais attends, c'est l'un découle de l'autre. Moi, je pense qu'un peuple qui est en bonne santé est souhaitable. Et pour être en bonne santé, il faut avoir de la bonne information. Donc la base fondamentale de tout ça, c'est une loyauté envers les Français. C'est-à-dire que le gouvernement doit agir à tout moment dans l'intérêt de la population et pas en excluant des gens. Donc ça, c'est ce qui est souhaitable et c'est ce qui est louable. Maintenant, nous avons la Cour des comptes, nous avons des instituts de contrôle de nos gouvernements qui ne sont pas suivis. Donc tous les mécanismes sont là. Pourquoi ne sont-ils pas suivis? Nous avons un système de loi qui est censé être là pour réguler, réglementer, pour appliquer ces lois. Si les lois ne sont plus appliquées, on n'est plus dans un système démocratique, on a un système anarchique ou un système que certains appellent tyrannique ou de dictature. Je n'aime pas ces termes qui sont pour moi excessifs. Ils sont excessifs parce que il faut après faire une relativité. Il y a des pays qui sont bien plus tyranniques, bien plus dictatoriaux, et on est encore dans ce qui s'appelle la République française, qui est censée être une démocratie qui a fait la Déclaration des droits de l'homme, donc on a encore quelque part des devoirs envers nos concitoyens et on est considéré comme étant ce pays-là. Donc l'époque des Lumières est peut-être révolue, mais on a encore ces éléments-là, il faut s'en servir. Donc notre ADN, on peut encore s'en servir. Et je m'attends à ce qu'il y ait des personnes qui atteignent leur point de rupture dans le gouvernement et qui disent on est allé trop loin et donc on va revenir en arrière. Qui par exemple ? Dans le cadre de la CPPAP, qui est une des lois les plus importantes, puisque on donne aux citoyens la liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle est là pour ne pas tomber dans l'esclavagisme. Elle est là Il faut redire qu'on peut tout à fait créer un média sans agrément de la CPPAP. Tout à fait. Mais ça découle du fait... C'est pas l'État qui autorise à créer un média ou pas. Regardons avant l'agence du ministère de la Culture, de cette commission paritaire, regardons le niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que on a ce droit fondamental. Il est immuable. C'est le droit qui est là et qui nous dit qu'on est en démocratie, qu'on est dans une république qui n'est pas une république bananière. Non, mais la CPPAP, elle sera accordée des avantages
fiscaux. Non, elle ne sert pas qu'à ça, c'est sa mission à l'origine. Essentiellement. Non, elle sert. Non, sa mission à l'origine, l'avantage fiscal est une des incitations, ça découle. Sa mission, c'est d'assurer le pluralisme des opinions. Et attends, excuse-moi, on va un peu polémiquer quand même, mais gentiment. Le pluralisme, il vient de la base, c'est-à-dire que naturellement, il y a une pluralité d'opinions. Et il se trouve que c'est pas l'État qui organise le pluralisme ou qui garantit le pluralisme. C'est une vision verticale de la société. L'État a créé la CPAPP, au contraire, pour limiter le pluralisme en favorisant certains et défavorisant d'autres. Ouais, parce que là, tu es cynique. Moi, je pense que je suis réaliste. Non, je pense que. Je suis un ancien fonctionnaire. Je pense que la CPPAP, sa mission, si jamais elle est écrite, sa mission, exactement comme la mission de l'État, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus précis. C'est-à-dire que quand on parle d'une entreprise à mission, on a tous à l'esprit que c'est bienveillant. C'est-à-dire c'est implicite que l'adjectif qualificatif qui est derrière est bienveillant. Eh bien, on s'aperçoit de plus en plus qu'on a besoin de qualifier tous ces éléments-là, puisqu'il y a des entreprises qui sont malveillantes. Et on a démontré dans les 24-30 derniers mois qu'il y a des missions. Donc la mission du gouvernement, est-elle bienveillante ou est-elle malveillante ? Elle est parfois, on peut se poser la question. Officiellement, elle nous protège, c'est le discours. Oui, l'État vous protège, on fait ça pour protéger votre santé, vous protéger de la désinformation. Officiellement, l'État explique qu'il te bannit pour protéger les Français de façon bienveillante. Dans le récit, c'est bienveillant. Dans la réalité, ça peut être l'inverse. Et donc c'est là où on a ces inversions. On a commencé à en parler de la violence que j'ai pu observer. Eh bien, cette violence, elle est dérivée du fait qu'il y a une différence entre le récit et la réalité, et que quand on vit dans le métaverse constamment, eh bien, on a l'impression que l'État agit dans notre intérêt. Et quand on aperçoit que c'est l'inverse, eh bien là, on peut avoir une réaction violente. C'est-à-dire, on peut avoir une réaction violente à quelqu'un qui te dit, tu vis dans un récit et tu n'es pas conscient des biais dans lesquels on peut avoir. On est matrixé. On est une forme de matrix où on vit dans cette société où l'information à la base n'est plus loyale, elle est biaisée, et ce que j'essaye de faire, c'est de ramener, de débiaiser cette information, de redonner une information qui est basée sur des éléments factuels, sur un ensemble d'évidences. L'évidence, c'est l'ensemble des faits qui vont amener à cette notion de réalité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, parce qu'il ne faut pas confondre ce qui est vrai et ce qui est réel, et ce qui est, on va dire, dans le métaverse, parce qu'il y a des vérités qui sont alignées avec la réalité, comme il y a des réalités qui ne sont pas alignées avec la vérité, même si, parce que ça évolue, notamment en sciences, ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain, et alors, ça s'est arrivé d'ailleurs, puisqu'il y avait des gens qui disaient que la Terre était plate, ils en ont fait une vérité, mais ce n'était pas une réalité. Tu vas décevoir beaucoup de gens en disant ça. Je vais sûrement décevoir beaucoup de gens, mais de temps en temps... Ils ne croient pas que la Terre est plate. Moi, je crois que on peut toujours faire croire à quelqu'un qu'un petit segment de droite est plat et qu'il suffit de regarder un endroit et puis on en a plein et du coup, on s'aperçoit qu'il y a une courbure. Mais on n'est pas capable de le percevoir. Donc, en fait, il y a une notion de perception. Beau, les mathématiciens. Bon, alors, sur la CPAPP, pour conclure, concrètement, donc, tu vas faire appel. Je vais faire appel parce que je considère que c'est une opportunité pour porter le débat sur la place publique et de démontrer qu'il peut y avoir des décisions qui peuvent être contraires à l'intérêt général et donc des décisions qui sont partiales. L'objectif d'une entreprise à mission de cet acabit-là, si jamais on crée une commission paritaire entre des agents de l'État et des gens du métier, ce n'est pas pour exclure les opinions, c'est au contraire, ça devrait être pour les garantir ce pluralisme. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit. Alors on nous dit, nous ne sommes pas d'intérêt général parce que nous serions allés contre la politique sanitaire en prenant des positions adverses, notamment aux recommandations du gouvernement sur la vaccination. Alors mon observation, elle est relativement simple. Elle est, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général ? Eh bien, si c'était l'intérêt général d'imposer le vaccin à tout le monde, pourquoi ça n'a pas été fait ? Si ce produit thérapeutique expérimental, le mot expérimental est important, qui était expérimental, n'a pas été décrété d'intérêt général et qu'on n'a pas décrété une obligation. Par définition, dès lors qu'il n'y a pas d'obligation, il y a forcément une raison pour laquelle il n'y a pas cette obligation. Et qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on se pose des questions pour lesquelles il n'y a pas cette obligation. Alors moi, je dis, le gouvernement, vous me dites qu'il n'y a pas d'obligation, je me pose la question. Pourquoi ? Se poser la question, c'est sain dans une société démocratique. Alors si on m'empêche de me poser la question, parce qu'on dit c'est pas sain de se poser la question, eh bien c'est là où on commence à avoir un énorme problème.
Parce que ça veut dire qu'on va m'interdire de me poser cette question. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc en revenant à cette notion de la théorie de l'incitation, on ne me dit pas que j'ai une obligation de me faire vacciner, mais on m'interdit de me poser la question entre les deux. Et après, je dis, quel est le décalage entre les deux? Eh bien, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on n'a pas fait d'obligation. Parce qu'on nous a dit que ça allait protéger de la transmission, puisque ça allait protéger de la contamination. Puis peut-être que ça allait protéger des formes sévères. Mais moi, je n'ai pas vu aujourd'hui que ces assertions étaient vraies. Donc, c'est normal que le gouvernement n'ait pas prononcé une obligation pour tout le monde. C'est normal, puisqu'il y avait un doute. Donc pourquoi on ne nous donne pas le bénéfice du doute sur nos analyses? Puisque qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? On n'a fait que ça, c'est-à-dire on a informé, on a creusé. Donc quand on t'empêche de creuser, eh bien on empêche le peuple d'être informé de manière loyale, d'être librement éclairé, et donc on n'est plus dans une mission positive, on est dans une mission qui n'est pas bienveillante. C'est-à-dire on t'empêche d'être correctement informé et d'être libre. Ce que tu veux, c'est un État bienveillant. Je veux un État bienveillant qui soit aligné avec les intérêts de la population, c'est-à-dire un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, tel que c'est censé. Gouvernement et État, c'est pas la même chose. On est d'accord. Je veux un État bienveillant, c'est-à-dire au niveau macroéconomique du terme et au niveau politique du terme, avec des individus qui sont là pour vraiment protéger le citoyen que nous sommes. Je pense que on sera tous d'accord de dire qu'un État, je ne veux pas moins d'État, je veux mieux d'État. Et aujourd'hui, je pense que le problème que l'on a, c'est que les deniers que l'on a investis, que ce soit dans la crise sanitaire ou dans toutes les politiques, on n'a pas ce qu'on va appeler un retour sur investissement, ou alors on a des retours sur investissement qui sont négatifs. Moi, ça me pose un problème en tant que père, parce que je me dis, mais quel avenir je laisse à mes enfants? Je leur laisse une énorme dette, donc c'est la responsabilité sociétale. Et j'aimerais moins d'État, pas moins d'État, mieux d'État, parce que je pense qu'on a besoin à un moment ou à un autre d'avoir un État. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce que j'ai dit au départ. Et il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en faveur d'une personnalité politique nommée, je vise pas Emmanuel Macron ou son Premier ministre. Ce que je suis en train de regarder, c'est quelle est la fonction de cet individu. Et cette fonction, c'est celle-là que je suis en train d'évaluer. Et donc, c'est quand on évalue la fonction et on se dit, est-ce que cette fonction agit vraiment dans notre intérêt? Eh bien, si elle n'agit pas dans notre intérêt, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut vraiment se poser ces questions-là. Et je pense que ces fonctions peuvent être modifiées, que les institutions sont là et devraient être là pour nous protéger et mieux travailler dans notre intérêt plutôt que dans le leur. Dès lors qu'on sait qu'on protège un petit groupe, comme tu le dis si bien, alors on n'est plus dans une démocratie ou dans une république. Bon, merci Xavier de ces explications. De toute façon, on est solidaire de ta cause. J'espère que tu retrouveras ton agrément CPPAP et que par ailleurs, on cherche tous à desserrer la contrainte quand même qui s'exerce aujourd'hui. J'espère que ça servira à informer les gens que dès lors qu'ils sont mieux informés, ils sont en meilleure santé. Pour moi, le Covid, la crise du Covid a fait qu'on a tellement parlé de la maladie, et la maladie ça fait peur. Le virus de l'information, c'est bien plus létal. Parce qu'une population en bonne santé, c'est une population bien éduquée, qui est capable d'agir par elle-même et qui est capable de s'informer par elle-même. Le virus de la désinformation qu'on a vu est terrible. Et pour revenir avec cette notion de la liberté d'expression et de la CPPAP, c'est qu'avec la liberté d'expression vient le délit de fausses nouvelles. Et je pense que les gens ne se rendent pas assez compte qu'avec un droit vient un devoir. Et que dans la vie, quand on évalue ses droits et ses devoirs de manière conjointe, et pas de manière indépendante, eh bien on se rend compte qu'on a ce devoir aussi de ne pas faire de fausses informations. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs, mais il faut reconnaître ces erreurs. Quand le gouvernement fait des erreurs successives sur des informations, il devrait reconnaître ces erreurs. Et je pense que ça, on serait meilleur en tant qu'homme, on serait meilleur en tant que population, on serait en meilleure santé si nos journalistes reconnaissaient qu'ils ont fait des erreurs. Plutôt que de dire, oh, on a une nouvelle information sur l'origine du virus et puis tout d'un coup on est en train de changer l'histoire. Plutôt que de dire... Vous avez vu dans la charte de Munich en principe de corriger ces informations. Corriger, mais apprendre.
quand on est dans une entreprise privée et qu'il y a un incendie, quand on a une crise comme au Bataclan, qu'est-ce qu'on fait? On fait un retour d'expérience, on essaye d'apprendre pour devenir meilleur, pour éviter tous ces risques-là. Je n'ai pas vu ces apprentissages qui sont sains, parce que c'est la spirale positive. Tout ce que je vois, c'est une escalade d'engagement, c'est un mensonge appelle un autre mensonge, qui appelle un autre mensonge, qui lui-même appelle une manipulation. Et à partir d'un certain moment, la vérité est tellement manipulée que le mensonge en prend ses habits. Et du coup, on a l'impression que le mensonge, c'est la vérité. Et ça, pour moi, c'est fondamentalement un problème. Merci Xavier, et puis à bientôt, j'espère. Merci Eric de m'avoir parlé et de m'avoir donné cette opportunité. Et merci à tous.